Bonjour à tous. 2022, il était temps. La dernière fois, donc c'était en 2019 que nous étions là déjà à vous présenter, à être présents et être ici sur le podium de l'Université de Genève qui nous accueille comme chaque année où le salon RH a ouvert pour avoir l'occasion de présenter une thématique et puis dans un deuxième temps une remise de prix. Donc cette année, nous sommes très heureux, nous, les programmes MRHC, donc partenariat entre les 4 universités de Suisse romande, de vous présenter un travail, enfin une recherche en cours actuellement qui relie 4 universités, Genève, Lausanne, Grenoble et Lyon, autour du thème du télétravail à l'organisation hybride, comment travaillerons-nous demain. Donc cette présentation rentre dans le cadre d'ateliers qui seront organisés à Genève les 10 novembre et 1er décembre prochains. Nous avons ici quelques flyers pour vous. Voilà, je vous laisse l'antenne. À vous. Voilà, merci Nadine. Bonjour à tous. Enchantée de vous retrouver en vrai, pour vous parler en plus du télétravail et de l'organisation hybride, donc, mais avec beaucoup de en présentiel, en face à face. Je vais faire cette présentation avec Frédéric Cornu, qui est doctorant à l'IDEAP à l'Université de Lausanne, et moi-même, je suis professeur en formation des adultes à l'Université de Genève, aussi responsable des programmes de formation MRHC, donc formation continue en management humain, ressources humaines et carrière. Alors, souvenez-vous, 2020, nos vies changent dans tous les domaines. Personnel, etc., santé, on est touché sur tous les fronts, j'ai envie de dire, mais elle change fortement et durablement, on commence à s'en rendre compte, dans le monde professionnel aussi. On bascule en télétravail, nous voilà enfermés chez nous, dans nos maisons, pour travailler, gentiment. Alors, à titre individuel, on vit ça évidemment comme un phénomène intense, mais il faut se rendre compte que le phénomène est aussi particulièrement important à un niveau collectif. Si on regarde les chiffres de ces enquêtes que l'Office fédéral des statistiques nous livre tous les ans, on voit clairement que le télétravail, il était là bien avant la pandémie. On avait une tendance régulière à la hausse. Et puis, 2020, le télétravail fait un bond en avant, bond qui perdure en 2021. On n'a pas encore les chiffres 2022, mais il y a fort à parier que ce saut quantitatif qu'on a fait en matière de télétravail et d'organisation de travail à distance. Je dis télétravail, mais on peut dire aussi travail hybride, en partie à distance, en partie en présence, que ces modes de travail plus hybrides vont perdurer dans le temps. Il n'y aura pas de retour en arrière. En tout cas, voilà un coup d'accélérateur dans la tendance qui se dessinait déjà avant. Avec évidemment, pour les professionnels RH, pour les employeurs, pour le monde du travail, énormément de questions qui surgissent à ce moment-là, qui s'accentuent. Évidemment, des questions sur l'organisation du télétravail durant la pandémie. Ces questions-là, on a dû les résoudre dans l'urgence. Bon, elles sont un peu derrière nous maintenant et on espère qu'elles ne reviendront pas. Mais il y a aussi le fameux « et après ». Comment est-ce qu'on a survécu au moment même? Guide pratique. Ceci, c'est un rapport qui avait été publié par un document de travail qui avait été publié par l'Office international du travail en 2020. Guide pratique, on pourrait presque sous-titrer guide de survie à l'époque où on était alors. Et puis, et après, les questions continuent à perdurer parce qu'on a expérimenté, on a vécu ces éléments-là. Vous les avez observés dans vos entreprises, pour vous-même, etc. Et se posent maintenant beaucoup de questions sur le futur de ces modèles d'organisation plus hybrides, plus flexibles, où on fait usage des technologies pour travailler à distance. Alors nous, notre rôle, on est un peu différent, on a un rôle un peu peut-être, je dirais, plus privilégié. On a un rôle un peu dans le monde académique d'observateur des phénomènes de la société. Évidemment, un phénomène comme celui-là, c'est interpellant. On peut dire que c'est presque un cas d'école. On n'a jamais, et ça a réveillé les communautés scientifiques d'ailleurs dans tous les secteurs, où il y a eu des bonds en avant phénoménaux. Et on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut examiner de près. Et on a eu l'opportunité de réunir 4 campus, 2 en
en côté suisse et 2 du côté français, donc l'Université de Genève, l'Université de Lausanne, l'Université de Lyon et l'Université de Grenoble, pour soumettre ensemble une demande de soutien, un fonds d'impulsion à l'Alliance Campus Rhodanien sur un projet qu'on avait intitulé « Travailler à distance en mode digital ». Parce qu'on se rendait compte que chacun dans notre coin, on développait déjà, avant la pandémie, un certain intérêt, des travaux sur le télétravail. Et puis pendant la pandémie, en fait, on a eu par opportunité ou à dessein la possibilité de collecter pas mal d'enquêtes, par questionnaire essentiellement, quelques-unes par entretien auprès de télétravailleurs. Et on s'est dit, ben, mettons nos forces ensemble pour exploiter tous ces résultats de recherche, voir ce qu'on peut en tirer comme leçon, en articulant nos travaux autour de 4 questions portées par les 4 équipes. Encadrer le travail hybride, comment arbitrer entre contrôle et confiance, toute la question du management qui est davantage travaillée par mes collègues de Grenoble, Emmanuel Abord de Châtillon et Clara Laborie. Ce que le télétravail fait à la santé et à la performance. Donc, quelles sont finalement les conséquences mixtes du télétravail en matière de santé des travailleurs, de bien-être des travailleurs et en matière de performance dans les organisations. Frédéric Cornu est là pour vous en parler, vous en dire quelques mots. Ce travail-là est porté par l'équipe de Lausanne avec David Gillot et Karine Renard aussi. L'équipe de Lyon avec Émilie Vert et Anne-Sophie Maillot s'intéresse davantage à la question de l'articulation entre les vies professionnelles et vie privée en télétravail, puisque la frontière entre ces 2 sphères de vie s'efface, en tout cas devient nettement plus perméable. Et enfin, à l'Université de Genève, nous travaillons davantage sur la question de la construction des collectifs à distance les uns des autres, avec, je dirais, comme angle d'attaque premier, la question de l'intégration des nouvelles recrues qui rentrent dans ces organisations hybrides. Et puis, au-delà de ça, la question de la capacité à travailler en équipe dans ces organisations hybrides. Tout ce travail est fait en partenariat avec les programmes MRHC du côté suisse et avec l'Observatoire universitaire du télétravail de l'Université de Grenoble du côté français, qui sont vraiment nos relais entre monde de la recherche, je dirais, et monde professionnel. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs là aujourd'hui. Alors, ici, on ne va pas vous présenter l'ensemble des résultats. D'ailleurs, ils sont toujours en chantier. On est toujours en train d'analyser toutes ces enquêtes, de préparer des articles, etc. On va juste se centrer sur 2 questions qui sont celles qui intéressent. D'abord, ce que le télétravail fait à la santé et à la performance et comment construire des collectifs à distance. Je laisse la parole d'emblée à Frédéric. Merci beaucoup. Donc moi, je fais partie d'une équipe qui s'intéresse aux effets de ce qu'on appelle les New Ways of Working sur la santé et la performance au travail. Donc avant de vous présenter quelques résultats d'une de nos recherches, je souhaitais passer quelques instants sur ce terme, ce concept de New Ways of Working ou de nouvelles manières de travailler, qui au final est un concept qui est un peu plus large que le télétravail, puisqu'il consiste en un ensemble de pratiques qui sont organisées de façon cohérente et complémentaire, et puis qui comprennent 3 dimensions principales, qui sont la flexibilité en temps de travail. Alors là, évidemment, nous retrouvons les horaires flexibles. Ensuite, nous avons la flexibilité en lieu de travail, où là, nous avons évidemment le télétravail, mais aussi des espaces de travail basés sur l'activité. Et puis finalement, la dernière dimension qui est très importante, c'est l'accès à la connaissance organisationnelle. Donc là, ça met en avant vraiment le rôle joué par les technologies de l'information et de la communication et qui permettent aux employés de pouvoir faire leur travail indépendamment du lieu et du temps. J'en viens maintenant à une recherche que nous avons conduite lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, donc au printemps 2020, donc dans une situation évidemment de télétravail forcé. Et puis nous avons pu passer un questionnaire auprès d'une administration publique de Suisse romande, où au final nous avons obtenu près de 1400 questionnaires valides et sur lesquels nous avons pu conduire des analyses statistiques.
Et ces analyses avaient pour but de déterminer quelle est la relation entre ces nouvelles manières de travailler et les résultats des employés, qui sont mesurés à l'aune du bien-être et de la performance au travail. Le bien-être que nous avons considéré comme étant finalement un proxy de la santé au travail a été focalisé sur les notions d'engagement au travail et puis aussi sur la fatigue professionnelle. Quant à la performance au travail, alors là, on s'est uniquement concentré sur la performance dite dans le rôle, où l'intérêt est finalement de mesurer l'exécution des tâches principales d'un travail en termes de qualité, de quantité ou alors d'atteinte d'objectifs. J'en viens maintenant aux résultats, en commençant par la relation entre les nouvelles manières de travailler et le bien-être. Alors, tout d'abord, on voit que les nouvelles manières de travailler favorisent, dans le sens qu'elles diminuent la fatigue professionnelle. Ensuite, nous n'avons pas constaté de lien statistiquement significatif entre ces nouvelles manières de travailler et l'engagement au travail. En revanche, il y a d'autres éléments organisationnels tels que le soutien des collègues, l'équilibre de la vie privée et de la vie professionnelle, et aussi l'autonomie dans le travail, qui ont des pouvoirs explicatifs plus forts, c'est-à-dire que ces variables-là tendent à favoriser vraiment le bien-être au travail. Du côté maintenant de la performance au travail, donc nous retrouvons en effet, je dirais, bénéfique des nouvelles manières de travailler sur la performance dans le rôle, mais une fois encore, des variables telles que l'autonomie dans le travail ou alors l'équilibre de la vie privée et de la vie professionnelle ont en effet encore plus fort. Et puis finalement, on peut citer le rôle de la culture organisationnelle, un rôle que je qualifierais un peu quand même de marginal dans le cadre de notre étude. Mais on a vu que certaines valeurs organisationnelles tendent à favoriser l'usage de ces nouvelles manières de travailler et à augmenter la performance au travail. Donc, en résumé, on peut voir que les nouvelles manières de travailler fonctionnent dans le cadre organisationnel, mais ce ne sont pas les seules variables dont il faut prendre compte. Et puis, le deuxième élément, c'est que c'est en fait une étude qui a été conduite uniquement dans une seule organisation. Donc, évidemment, on ne peut pas généraliser les résultats obtenus. Je laisse maintenant la parole à Nathalie pour le deuxième axe. Merci. Vous m'entendez toujours? Oui. Alors, sur le deuxième axe, construire le collectif à distance les uns des autres. J'ai envie de dire, que fait-on sans notre machine à café et sans ces espaces de rencontres informelles qui font les collectifs de travail, autour desquels on s'échange toutes ces informations finalement non prévues, non planifiées, mais qui en même temps contribuent à construire la confiance, à être créatif, à créer du lien social, etc. Donc ça, c'est une vieille question. Récemment, un podcast que j'ai enregistré pour le Centre pour la formation continue à distance ici de l'Université de Genève, mon intervieweur a retrouvé un vieux travail que j'avais fait il y a 20 ans quand j'étais encore professeur en Belgique, donc 2002, avec un collègue qui a continué à s'intéresser beaucoup au télétravail. Et à ce moment-là déjà, c'était les débuts du télétravail et on se posait la question des conséquences de ces pratiques de télétravail sur la socialisation des membres du personnel, en général, des nouveaux entrants en particulier, en posant la question, risque-t-elle d'engendrer des formes de désocialisation au travail, ou bien est-ce finalement de nouvelles formes de socialisation au travail qu'il faut envisager? Je ne vais pas vous détailler le modèle, rassurez-vous, mais déjà à l'époque, on avait fait une revue de littérature et puis un petit travail exploratoire où on montrait les effets mixtes du télétravail qui, à la fois, comme l'a dit très bien Frédéric, contribue à davantage de bien-être au travail et soutient dans l'ensemble plutôt positivement la performance des personnes au travail, contribue à plus d'autonomie aussi, mais aussi peut engendrer beaucoup plus d'isolement, réduire la fréquence des interactions, affaiblir le lien et la connaissance des valeurs et des buts de l'organisation avec in fine toute une série d'effets mixtes en termes d'articulation travail-famille, qui sont des effets plutôt bénéfiques, mais des effets peut-être aussi, à l'époque, qu'on identifiait comme étant dommageables en termes d'identification, d'engagement
les organisations. Il y a depuis bien avant la pandémie aussi toute une littérature très dense sur les fonctionnements des équipes virtuelles à distance. Ici, je reprends une publication de 2010 de Harvard Business Press, mais il y a une multitude, des centaines de travaux qui traitent déjà de cette question. C'est des travaux qui ont été faits bien avant, je dirais, qu'on ait les moyens technologiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui, et surtout bien avant qu'on s'y soit formé, qu'on s'y soit habitué, et là de force en période de pandémie. Donc probablement qu'aujourd'hui les choses ont changé. Et c'est ce qu'on est en train d'analyser. Alors ici, dans le campus rhodanien, comme l'a présenté Frédéric, et on a la chance de pouvoir confronter nos bases de données, croiser nos enquêtes, etc. Pour ces questions-là, on les traite sur essentiellement 3 enquêtes. Une qu'on a eu la chance par hasard de mener avec des étudiants de l'école hôtelière de Lausanne, qu'on avait interrogé juste avant la pandémie, avec 200 répondants, dans un contexte de travail tout à fait normal. Et puis on a eu une deuxième cohorte, tout à fait comparable en tout point, si ce n'est que ces étudiants-là qui avait largement basculé à distance. Une autre enquête qu'on a faite sur un panel de 250 nouveaux entrants dans des conditions de travail à distance, donc pendant la pandémie. Et puis enfin une enquête faite par les collègues de Grenoble sur du personnel dans des caisses d'allocation familiale. Ici, je vais juste centrer mon explication sur 2 résultats essentiels. D'abord, ce qui a trait... Quand on dit télétravail, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension distance, comme l'a bien dit Frédéric, distance spatiale, distance temporelle, qui peut aussi se coupler avec une distance culturelle, dont on supposait en tout cas avant la pandémie que les effets étaient globalement négatifs sur la construction du lien à l'organisation et le fonctionnement des équipes. Et puis il y a une dimension usage des technologies qui permettent ce travail à distance, la dimension virtualité, avec un degré d'usage des technologies qui, effectivement, peut compenser, lorsque les technologies sont performantes et lorsqu'on en fait bon usage, peut compenser les effets délétères de la distance. Donc, on a là déjà des effets mixtes. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Sur la première question, bien, le travail à distance est-il nuisible à la socialisation et au travail en équipe? Eh bien, les résultats sont beaucoup plus mitigés que ce qu'on aurait pu redoutés en fait, et sont plutôt encourageants en fait. Par exemple, les étudiants socialisés à distance sont effectivement moins satisfaits, plus épuisés, plus fatigués, de ces conditions-là, mais ne sont pas moins attachés à leur institution, engagés à l'égard de leur institution, identifiée à l'école hôtelière de Lausanne, ici dans ce cas-ci. De même, sur l'échantillon de nouveaux entrants, la fréquence du télétravail n'a pas d'effet, n'est pas corrélée négativement à l'attachement affectif, etc. Même si ça conduit les nouveaux entrants à avoir un peu moins de comportement proactif de socialisation, à avoir plus difficile à développer des stratégies actives pour s'intégrer dans l'organisation. Sur la et des collaborations au sein des équipes, la fréquence du télétravail ne détériore pas non plus les indicateurs qu'on a à notre disposition pour mesurer la qualité du lien social et de la collaboration dans les équipes, dans ces enquêtes qu'on a analysées. Il y a un élément important, c'est l'usage de ces outils de travail à distance. Et là, effectivement, dans les 2 enquêtes, on a posé une série de questions sur la fréquence d'usage des visioconférences, des chats, des documents partagés, des moments conviviaux en ligne, etc. Et ces outils, dans l'ensemble, font une différence. Ça oui, ça compte. Et alors, à notre grande surprise, l'outil qui a le plus, l'usage des technologies qui a le plus d'impact positif tant sur la qualité de la socialisation que sur la construction des liens à l'équipe, c'est les moments conviviaux et informels partagés en ligne. Ces fameux apéros virtuels dont on s'est quand même lassé, enfin en tout cas pour ma part, eh bien, rien, ça aux choses. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le détail des résultats parce qu'on en a à foison, mais voilà, quelques aperçus. Et je vais repasser la parole à mon collègue pour conclure et puis après écouter vos questions. Alors, comment travaillerons-nous demain? Alors là, je n'ai pas non plus de réponse à cette question-là. L'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que il y a des organisations évidemment qui vont continuer à offrir ces nouvelles manières de travailler. On en entend parler dans la presse
généralistes ou spécialisés dans le business ou la GRH. De notre côté chercheur, on a commencé à travailler là-dessus depuis un peu plus de 2 ans et on constate que pour le moment ces nouvelles manières de travailler offrent quand même certains avantages comme on vous l'a présenté auparavant. Donc il n'y a pas uniquement des effets délétères, je pense notamment en termes de bien-être, de performance au travail et également de socialisation. Maintenant, je vais terminer par juste une recommandation, je dirais, principale, c'est que lorsqu'on implémente ces nouvelles manières de travailler, eh bien, il faut prendre en considération vraiment un grand nombre de variables, des variables organisationnelles. Et je pense ici notamment à un leadership qui va peut-être toujours être plus orienté vers la confiance, mais je pense aussi à un soutien organisationnel sous la forme par exemple de formation pour les employés, comment finalement leur apprendre à télétravailler, comment éviter certains écueils du télétravail, comme l'isolement professionnel par exemple. Et puis n'oublions pas les questions, et là ça paraît peut-être un peu banal, mais l'importance de l'infrastructure technologique. Il faut qu'elle soit suffisamment robuste pour que les employés puissent travailler indépendamment du lieu et du temps. Et de même, n'oublions pas également les questions d'ergonomie au travail, avec notamment l'aménagement d'un poste de travail au domicile qui est adéquat. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la main à Nathalie. Voilà, donc on doit s'arrêter là, le temps file aussi. Si vous voulez, si vous êtes intéressé de poursuivre cette réflexion, d'en savoir plus sur les résultats de toutes ces études, mais aussi finalement de réfléchir ensemble à dans quelle direction doit-on aller en général, mais pour votre organisation en particulier, on a prévu des ateliers cet automne qui auront lieu à Genève et puis qui seront aussi reproduits à Grenoble. À Genève, les dates, c'est le 10 novembre et le 1er décembre. Chaque atelier traitera de 2 des 4 thématiques qui sous-tendent cette alliance des campus rhodaniens. Voilà, je repasse la parole à Nadine pour la suite des festivités. Une remise de prix, donc j'invite ici avec nous donc Sophie Jouvenot et Stéphane Gigon pour Humanis Solutions. Voilà, et donc Sophie a remporté cette année le prix du meilleur mémoire. Merci Nadine, bonjour à toutes et à tous. Nadine me disait, vous avez le beau rôle, vous donnez un chèque. Ouais, c'est vrai que c'est un rôle assez sympa, il y a pire comme situation, je vous l'accorde complètement. Permettez-moi de vous présenter en 2 mots peut-être les activités que je représente aujourd'hui. Le groupe Interiman, on appartient à un groupe, le groupe Interiman, en 3 chiffres, c'est quoi? C'est le numéro 1 en Suisse du placement de personnel fixe et temporaire. C'est également 66 agences cartographiées en Suisse et c'est aussi 14 marques qui sont véhiculé par le groupe. Humanis Solutions fait partie d'une de ces marques. Et Humanis Solutions, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 choses. On fait de la transition de carrière, on fait des assessments et on fait du business coaching. Mais on ne le fait pas comme tout le monde. Nous sommes différents et nous apportons des différences. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, je vais en citer que 3, une par domaine. Pour la transition de carrière, tous nos job coachs sont tous passés par la case chômage, car nous revendiquons la case chômage comme une réelle expérience professionnelle. Pour les assessments, nous avons intégré la réalité virtuelle. Et il s'avère que les gens qui sont en immersion, après 3 ou 5 minutes, deviennent complètement naturels. Et finalement, sur le business coaching, la 3e différence, au-delà des parcours académiques brillants de nos consultants, nous considérons que la meilleure école de coaching du monde, c'est la vie. Et à travers ça, on véhicule nos différences. Ça marche bien puisqu'on a accompagné plus de 900 personnes durant l'année 2021. Et ce que les clients disent de nous, ce qu'ils apprécient de nous peut-être, c'est qu'on est cash. On dit les choses, on dit la vérité. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais au moins ils apprécient d'avoir leur juste. Et dans le pays de l'horlogerie, je crois que c'est pas mal d'avoir leur juste. Alors je vais basculer directement maintenant sur la lauréate qui a passé plus de 350 heures dans la complexité de l'absentéisme, c'est quand même pas rien.
Elle a fait un travail absolument remarquable et je tiens à la féliciter pour ça. Et j'ai relevé une phrase de son mémoire que j'ai parcouru. Alors, je vais vous la lire parce que je pense que ça mérite quand même... en tout cas, moi, ça m'a interpellé. Elle dit, en rappelant la grande complexité des phénomènes d'absentéisme, maladie et de ce qui se joue, certes, au niveau de la relation managériale, mais aussi du point de vue du collaborateur et de sa relation avec l'organisation. Je crois qu'à travers cette phrase, on met le doigt vraiment sur quelque chose d'extrêmement sensible, mais tellement juste et tellement vrai et authentique. C'est peut-être pour ça qu'on se ressemble. Sophie, c'est à vous. Je vous remets officiellement le prix Humanis et vous pouvez la féliciter. On fera des photos plus tard. La parole est à vous, ma chère. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de votre présence pour venir partager ce bref instant. Donc, il me tient déjà tout particulièrement à cœur de remercier Nathalie Delobe, ici présente, qui a été ma directrice de mémoire pendant ces plusieurs mois de travail, mais aussi l'équipe pédagogique et administrative, Nadine et Héloïse qui sont là, sans qui rien ne se ferait au sein du master, et puis Stéphane Gigon, bien évidemment, pour l'attribution du prix. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter brièvement mon travail de mémoire qui porte sur l'efficacité perçue et les modalités de transfert d'une formation qui a été mise en place à la ville de Lausanne auprès des cadres pour gérer l'absentéisme maladie de leurs équipes. Donc l'origine de mon choix, c'est un constat empirique qui est celui-ci, c'est-à-dire un dispositif de formation assez massif qui a duré plusieurs années et un taux d'absentéisme qui a continué quand même de croître, certes de manière sensiblement faible, mais a continué quand même de croître. Donc le premier réflexe qu'on serait tenté d'avoir lorsqu'on le regarde ce constat, c'est de se dire, eh bien, la formation n'a servi à rien. Elle a été inefficace. Voilà. Mais c'est bien à ça que ça sert, de faire une formation comme ce master MRHC, c'est de dépasser des réflexes qui, quelque part, peuvent nous faire prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes, notamment quand on travaille dans les RH. Donc c'est fort de ce constat et à la lumière de ce travail académique, des recherches scientifiques, etc., qu'on a pu aller un petit peu plus loin par rapport à cette question. Donc, ce que j'ai tenté de faire au travers de ce mémoire, c'est de comprendre et de chercher quels ont pu être les facteurs de succès, mais aussi les limites par rapport à cette formation qui s'est été déployée. Et est-ce qu'on arrive à trouver des réponses de, en fait, comment se fait-il que cette corrélation entre un fort investissement en formation pour réduire les taux d'absentéisme n'ait pas été au rendez-vous. Voilà. Donc, un mot assez bref sur le phénomène de l'absentéisme, qui est considéré dans la littérature comme un phénomène extrêmement complexe et multifactoriel. Et ça va être la combinaison de ces différents facteurs qui vont faire que, justement, sa gestion est d'une grande complexité. Depuis plusieurs années, on voit effectivement apparaître de plus en plus des politiques plutôt de l'ordre de la prévention que plutôt des politiques de contrôle. Et dans ce contexte-là, très souvent, c'est le manager qui est un petit peu au front, alors à double titre, déjà parce que les cadres sont les premiers qui vont subir ces absences non planifiées, qui souvent dans la littérature on les appelle les tuiles, la tuile du lundi matin, effectivement, qui va désorganiser le service, mais aussi parce que le comportement du manager, c'est sa manière de conduire ses équipes, va pouvoir avoir des effets sur des comportements d'absentéisme ou sur des comportements motivationnels. Donc son rôle est vraiment un rôle clé.
Mais pour revenir à ma question de recherche, j'ai mené en fait une étude qualitative au travers d'un certain nombre d'entretiens auprès d'un échantillon de cadres qui avait suivi la formation depuis 5 années. Et j'ai mobilisé un cadre théorique qui s'appelle le cadre du transfert en formation, qui part du postulat qu'à partir du moment où un certain nombre de facteurs qui sont présentés ici vont être mobilisés, la formation va avoir un impact, elle va atteindre ses résultats. Donc très brièvement, les facteurs qui vont influencer le transfert des connaissances apprises en formation sur le poste de travail vont tourner d'abord autour de l'apprenant, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, la motivation à transférer bien évidemment, la question de l'utilité perçue, est-ce que cette formation que j'ai suivie elle est utile dans le cadre de mon travail, la qualité du dispositif de formation, l'environnement de travail, que ce soit du côté des supérieurs hiérarchiques ou du côté des collègues, et bien évidemment les opportunités de transfert. Dans ce modèle théorique, l'apprenant il a un rôle central, c'est-à-dire que vous avez bien compris que tout porte un petit peu sur ses épaules. Est-ce qu'il va transférer, pas transférer, pour que la formation puisse être efficace. Donc, au regard des analyses que j'ai pu faire de l'ensemble de ces entretiens, ce que j'ai pu effectivement voir, c'est que un certain nombre de tous les facteurs que je vous ai présentés à présent, juste avant, étaient bien présents, ils étaient bien mobilisés. Plein de facteurs étaient mobilisés. Donc, qu'est-ce que ça peut dire? Quelle conclusion on peut tirer, quel constat par rapport à ça? C'est de se dire en fait que quelle est la place de la formation? Ça repositionne la place de la formation dans un contexte de gestion de l'absentéisme et que cette formation, il faut lui redonner sa juste place par rapport à cette problématique qui est la problématique de la gestion de l'absentéisme. Ça sous-entend aussi qu'on a pu voir les limites théoriques d'un modèle, qui est le modèle du transfert, et qui peut-être minimise ou en tout cas donne une place très importante à l'apprenant, mais n'aborde pas des questions plus stratégiques, organisationnelles de manière large, dans le contexte de l'organisation. Donc cela sous-entend que les pistes qui peuvent être à creuser dorénavant, c'est bien évidemment de réintégrer la problématique dans une perspective plus stratégique, éventuellement intégrer également d'autres acteurs, exploiter des données de manière un petit peu plus pointue, redéfinir des nouvelles modularités au niveau de cette formation qui serait effectivement à repenser. Donc vous voyez, on voit déjà un bouquet d'autres mesures bien plus larges que la formation du manager et du cadre en tant que tel. Mais comme le temps nous est compté, je vois Nadine qui me fait des petits signes, on va s'arrêter là et puis voilà, ces conclusions en tout cas ouvrent un autre champ expérimental beaucoup plus large, tout aussi passionnant que j'aimerais bien continuer, mais j'ai un travail. Voilà, merci beaucoup.